Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Novabuild, consacré aujourd'hui à l'adaptation et à la résilience des territoires vers des projets régénératifs en Pays de la Loire. Nous avons aujourd'hui deux intervenants qui vont aborder cette question qui est en fait un peu nouvelle, en tout cas pour Novabuild. On a la chance et le plaisir d'avoir avec nous Walter Bouvet, fondateur d'Openland, qui présentera les grands principes de l'économie régénérative et surtout les objectifs du projet Regenerate qu'il a porté et qu'il porte en ce moment avec Openland. Et Marika Frenette, présidente fondatrice du bureau d'études Wigwam et vice-présidente de Novabuild ces 10 dernières années. Elle présentera, Marika Frenette, un retour d'expérience terrain qui illustre concrètement les grands principes de la régénération. Ce concept de régénération, en tout cas l'évoquer, ça amène nécessairement à un moment ou à un autre à évoquer aussi l'évolution de Novabuild. C'est pour ça que nous on est ravis d'organiser ce webinaire aujourd'hui. On peut dire que Novabuild a été créé dans la mouvance du Grenelle de l'environnement, avec une focalisation autour de l'énergie. Petit à petit, on est devenu accélérateur de transition et on assumait ce terme de transition et on avait intégré au-delà de l'énergie toutes les autres transitions, la transition numérique, la transition sociétale, jusqu'à ce qu'à un moment, et d'ailleurs à la fois Walter Bouvet et Marika Frenette ont été des acteurs clés de cette rupture à Novabuild, qui a été d'intégrer les questions climatiques, de biodiversité, de circularité. Ça a été une véritable rupture. Aujourd'hui, on parle d'objectifs A2BC de Novabuild: atténuation, adaptation, biodiversité, circularité. Et on restait dans un dispositif, on va dire, autour de contraintes. La sobriété, c'est faire moins. Et il manquait quelque chose de positif, de description du récit de ce que pourrait être demain, de cette transformation en partant de l'objectif et de l'impact. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire que la démarche climatique devrait rapprocher l'humain de l'urbain, et ce qui est le sujet au jour le jour du travail de Novabuild. Et donc désormais, on a fait un très gros travail cette dernière année à Novabuild sur ce que doit être notre raison d'être, qui tourne autour de l'accompagnement au changement. On voit bien accompagnement au changement, j'imagine que ces mots-là vont être abordés tout à l'heure. Le rôle de Novabuild, c'est d'accompagner le changement des mentalités des professionnels de la construction, demain d'accompagner leur changement de pratique. Il s'agit donc bien d'une régénération, on n'est plus dans la transition, on est dans un modèle plus positif où on va dessiner le modèle et ensuite essayer d'établir le récit et le chemin pour y aller. Donc c'est bien une nouvelle perception que nous, on a souhaité incarner aussi dans une régénération de nos éléments graphiques. On va avoir une nouvelle identité graphique dans quelques semaines, au début janvier de l'année prochaine, avec un positionnement de Novabuild. Vous voyez derrière moi, la baseline de Novabuild ces 10 dernières années, c'était l'éco-construction et notre avenir. Ça avait du sens, ça représentait à nouveau quelque chose qui est très descriptif, un peu moins sur le récit. Et la baseline que nous avons choisie et que vous allez découvrir dans quelques semaines, c'est prendre soin des territoires. Que raconte cette baseline? D'un côté, prendre soin, c'est cette question de l'impact, de la finalité, de l'humain, pour ne pas dire une question humaniste, et prendre soin des territoires. Les territoires, c'est un mot qu'on aime beaucoup parce qu'il englobe à la fois le sol, qui est plus qu'une matière première, c'est un sujet essentiel. Sommes ancrés, les écosystèmes, les ouvrages, ceux qui y vivent et les liens, les interactions. Et on voit bien que notre travail, ça va être un récit pour à la fois parler de l'humain, le prendre soin et de parler des territoires, d'embarquer tout le monde vers un récit vers 2050. Donc c'est ce qu'on va commencer à essayer de faire. Et j'appelle tout de suite Walter Bouvet à me rejoindre sur cette scène virtuelle pour évoquer plus précisément le projet Regenerate qu'il porte avec Openland. Je ne sais pas si voilà, Walter nous rejoint. Bonjour Walter, merci beaucoup. Je pense que tu te souviens de cette séquence assez marquante avec le bureau de Novabuild où tu nous as ancrés dans les questions climatiques. Et donc, on est maintenant à l'étape suivante avec toi où tu vas nous ancrer sur cette suite du récit. Je te donne la parole pour une vingtaine de minutes. Alors, on ne t'entend pas là pour le moment. Il y a toujours un petit problème technique.
devez m'entendre. Voilà, là on t'entend bien. Ici Pierre-Yves, bonjour à chacune, chacun. Effectivement, Pierre-Yves, je crois que c'était quelque part à l'été 2019, lors d'un séminaire Novabud. J'étais ravi de faire cette rencontre et puis on a tous cheminé depuis. Je suis donc cofondateur de l'entreprise Openland et qui est elle-même porteuse et donc initiatrice du projet Regenerate dont je vais vous parler. Je vais je crois, oui, c'est ça, le partage d'écran fonctionne. Merci. Je vais peut-être très rapidement vous planter le décor en commençant par nous, de présentation de Podland. Donc, nous accompagnons les entreprises et les territoires sur leur transformation. Alors, nous, on a une raison d'être. Tu parles de récit, Pierre-Yves, très audacieuse, puisque derrière ce réparer la terre, l'idée, c'est de développer des entreprises et des territoires régénératifs qui, en gros, vont avoir une approche systémique des trois grandes crises que sont la crise climatique, celle de la biodiversité et celle des ressources, tout en essayant de transformer nos modèles économiques vers l'humain et l'emploi. Nous travaillons principalement, je l'ai dit, avec des entreprises et des territoires via un programme qui reprend cette approche systémique qu'on a matérialisée, nous, par cette boussole que vous avez ici, et qui s'inspire aussi, je tiens à le souligner, d'une théorie, d'un modèle qui a été développé au MIT par le Presencing Lab, un modèle de transformation des organisations sur lequel on a petit à petit greffé un certain nombre d'étapes de transformation. Alors c'est une approche, c'est pas la seule qui existe, mais si vous êtes en questionnement sur comment se transformer vers la régénération, tu l'as dit, il y a quelque chose qui tourne autour déjà de la déconstruction. C'est pour ça qu'il y a une forme de U. Avant de reconstruire sur la droite, on déconstruit. C'est ce qu'on voit sur la gauche. Ça passe par une compréhension déjà des problématiques auxquelles on a à faire face et des enjeux. C'est complexe, donc il faut expliquer, il faut mobiliser, il faut sensibiliser. Ensuite, monter sur la balance pour savoir où on en est. Ça s'appelle les diags, on fait des photos du point de départ. Puis, on va pouvoir structurer une stratégie et définir un chemin opérationnel qui ensuite mettra en œuvre de nouvelles compétences et pourquoi pas des innovations et la création de nouveaux produits-services. C'est la dimension lab. Et tout ça étant pointé, vous le voyez, vers la régénération qui, pour les entreprises et les territoires, c'est une trajectoire longue. C'est pas un état de fait. C'est pas. Je pense que Marika en parlera aussi, mais nous, on veut éviter de tomber dans le greenwashing. Donc là, vous avez quelques exemples de partenaires, de clients qu'on accompagne sur ces questions, avec cet ultime point que vous voyez ici, Regenerate, dont je vais vous parler maintenant. Donc, avant peut-être de préciser ce qu'est Regenerate, moi je serais curieux déjà d'entendre ce que vous, public, vous et professionnels, vous dites de la régénération, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Alors je crois qu'il y a un canal de chat qui arrive. Est-ce qu'on peut vous proposer de poser quelques mots dans ce canal, tout simplement? Donc effectivement, vous êtes tous invités à poser des questions. Je me ferai votre porte-parole. Et donc on a un premier appel lancé par Walter. Qu'est-ce que vous entendez vous par régénération? Donc là on voit que par exemple Nicolas est en train de taper. Donc voilà, on va avoir quelques réponses, Walter, mais Ok, je t'invite à poursuivre et on verra ce qui on verra. viendra au fil de l'eau. On revient, voilà. Mais merci en un mot, on vous demande pas des définitions expertes, hein. L'idée, c'est juste qu'est-ce que ça vous inspire à ce stade. Euh, Juste la base, c'est que donc on a des écosystèmes écologiques qui sont très fatigués et pour autant dont nous dépendons totalement. Je vais juste rappeler une étude d'un économiste qui s'appelle Robert Costanza qui explique qu'en gros, et je pourrais vous donner les détails si ça vous intéresse plus tard, mais là je synthétise. En gros, pour produire $1 de valeur ajoutée, un État ou une entreprise ont besoin d'1,5 $ de nature, pour le dire simple. Donc en gros, si on ne considère pas que la santé des écosystèmes, c'est ce qui précède la santé des sociétés et donc la santé des économies, eh bien en fait on prend les choses à l'envers. Donc comme ces écosystèmes se dégradent, là vous voyez la courbe de la biocapacité, c'est la courbe en vert qui se dégrade très fortement depuis les années 70, alors que notre consommation de ressources naturelles, notamment, et donc ce qu'on emprunte, donc c'est l'empreinte écologique, elle est en rouge au-dessus de cette courbe. On est en déficit chronique. Un déficit chronique, ça s'appelle une dette écologique. Il y a une petite différence par rapport à une dette financière, c'est qu'une dette financière, même si c'est important, ça reste une convention.
Donc, vous pouvez négocier avec vos créditeurs. Une dette écologique, c'est assez difficile de négocier avec une tempête, avec une submersion, avec le changement climatique ou avec la chute de la biodiversité. Donc, l'enjeu pour l'entreprise et les territoires, c'est d'essayer de passer d'un modèle ou d'une vision des choses qu'on hérite du développement durable et qui était très intéressante et qui demeure utile, qui est de dire on va réduire notre empreinte, on va réduire nos impacts, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est un modèle nécessaire, mais qui présente aussi ses limites, y compris en termes de motivation et d'envie d'y aller. Bref, on va essayer de réduire ce qui est dégénératif, pour le dire très simple. Pour arriver à une phase plus équilibrée, ou une phase dans laquelle la contribution, par exemple, sur la question de changement climatique, va paraître équilibrée entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis la contribution au puits de carbone. Étape difficile aussi, mais nécessaire. Et puis enfin, la régénération, c'est cette idée de dire qu'on va être capable, en tant qu'entreprise ou territoire, de produire un impact net positif. Donc, je prends une image très simple. En gros, rendre davantage aux vivants, la nature, aux écosystèmes écologiques et humains, que ce qu'on leur emprunte. Voilà. Très beau projet. La question, c'est de savoir derrière comment on l'incarne. Alors, on y reviendra sans doute. Ça fait écho à certaines tendances qu'on observe, par exemple, avec le Nature Positive pour l'année 2030, qui est une initiative internationale portée auprès des Nations Unies, notamment. Cette idée de dire qu'on est dans une phase de dégradation forte de la biodiversité, mais qu'on peut, avec notamment les accords internationaux, puis le rôle des acteurs économiques, passer dans des logiques de restauration, puis de régénération du vivant. La théorie du donut également, qui est appliquée par Amsterdam sur ses projets de développement territoriaux. En gros, c'est de dire on va essayer d'opérer et de faire opérer l'entreprise et les territoires dans un espace qui est à la fois juste socialement et qui permet de répondre aux besoins essentiels, comme se nourrir, pouvoir avoir un logement décent, pouvoir se soigner, etc., sans dépasser les limites planétaires, les limites écologiques sur le climat, la biodiversité, les grands cycles écologiques, etc. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir entrer dans cette vision d'une économie qui serait enfin positive, mais qui nous serait de manière robuste et mesurable, et pas seulement dans les mots, et d'éviter évidemment ce qu'on appelle le regen washing. On a donc, partant de ces accompagnements et de ce travail qu'on fait depuis quelques années sur l'entreprise des territoires régénératifs, on a voulu aller plus loin en posant l'idée d'un studio de projet, un peu comme vous avez des studios de projets. Ici à Nantes, on a un très bel exemple avec Imagination Machine, des studios de projets plutôt start-up qui vont tourner vers le marché, de dire on va créer ensemble un studio de territoire qui n'est pas forcément tourné vers le marché, mais qui est tourné vers la résilience. Sa mission, c'est bien de travailler la résilience du territoire et la régénération du territoire. Et pour ça, on va avoir besoin de tous les acteurs, publics, privés, entreprises, collectivités. Et voilà, donc l'idée très simple de Regenerate, c'est ça. Mais pour pouvoir travailler sans greenwasher, l'idée, ça a été de commencer par faire un diagnostic de territoire. J'y reviens juste après, mais peut-être une précision. Donc, ce studio, il a à la fois, évidemment, pour objectif la régénération des écosystèmes écologiques et humains, comme je viens de l'expliquer. Pour ça, l'adaptation des filières économiques, c'est pas seulement j'adapte ma filière économique, j'adapte mon entreprise à ce qui vient, et par exemple au changement climatique, mais on essaie de travailler ensemble à l'adaptation de notre territoire et de contribuer collectivement via des coopérations territoriales à cette adaptation, à cette résilience, en se disant que c'est pas juste du mécénat ou un travail d'ONG, mais que c'est bien une modification en profondeur de nos modèles économiques et qu'on va, avec ça, créer, innover, générer de nouveaux emplois. Peut-être certains disparaîtront, mais d'autres prendront le relais. Et c'est tout le rôle de ce travail de défrichage de Regenerate. Et puis intégrer dans ce projet des notions fortes comme l'entrepreneuriat, parce que voilà, pour faire naître des démonstrateurs et des projets, on sait que cette énergie entrepreneuriale, elle est précieuse et elle peut déplacer des montagnes. Il te reste 10 minutes maximum, Walter. Ok. On a donc commencé par établir une photo du territoire. Alors, on n'a pas la prétention d'établir une photo scientifique, donc pour ça, on s'est appuyé sur des travaux existants. Vous avez entendu parler forcément du GIEC Pays de Loire, mais il y a d'autres travaux, études,
Et on a essayé de faire un peu une synthèse qui soit vulgarisée dans l'objectif de pouvoir présenter cette synthèse à des dirigeants de collectivités et d'entreprises. C'est-à-dire d'abord faire un travail de vulgarisation à destination des acteurs économiques pour leur tirer un peu la manche en disant regardez ce qui se passe sur la santé des écosystèmes dont nous dépendons. Ça, c'est la deuxième chose. Nous dépendons de ces écosystèmes pour notre vie quotidienne, dans nos chaînes de valeur, dans notre activité économique, dans nos activités de territoire. Nous dépendons de la santé de ces écosystèmes et nous ne le voyons même plus. Or, ces écosystèmes sont dégradés. Ça veut dire que nos propres systèmes humains et économiques sont fragilisés et que nous n'en avons pas toujours conscience. Prendre conscience de ces dépendances et prendre conscience des pressions que nous exerçons sur ces écosystèmes, notamment des filières économiques, c'est ça aussi l'enjeu de ce livre blanc régénéré. Donc, je précise qu'il est téléchargeable comment dire, sur le lien qui est ici. En open source. Voilà, en open source sur notre site. Et la question, excusez-moi, je viens de recevoir un texto. Voilà. La question, c'est donc d'identifier les dépendances et les pressions que nous exerçons en tant qu'entreprise et de travailler, d'augmenter notre maturité écologique. Parce qu'on ne traite bien un problème en entrepreneur ou en collectivité que quand on a bien cerné le problème. C'est ça qu'on veut, ce à quoi on veut contribuer. C'est de dire, mettons pas la charrue avant les bœufs. On sait que quand on crée, que quand on entreprend, on est toujours dans le projet. Là, on dit minute papillon. Avant d'être tout de suite dans le projet, prenons le temps ensemble d'écouter la science. Ça vous évitera de faire des bêtises et de penser qu'on va régénérer alors qu'en fait, on est en train de faire autre chose. Ensuite, évidemment, en s'inspirant des acteurs innovants du territoire, qui ont ouvert plein de portes et déjà des chemins, et Marika en parlera également tout à l'heure, on va pouvoir trouver des points d'accroche pour avancer et travailler à des projets régénératifs. Et c'est bien tout l'enjeu de Regenerate, c'est de lancer collectivement des projets de territoire avec une énergie entrepreneuriale. On a 11 projets qui sont proposés comme autant de défis à relever. Et puis aussi des propositions, elles, qui étaient plus tournées vers les collectivités. Et 11 projets sont tournés vers les entreprises et les territoires. On a mobilisé largement, on a créé une coalition autour de nous avec des partenaires qui ont participé à un copil depuis quasiment 1 an et demi pour porter le projet. Sur la base de notre livre blanc, on a créé des ateliers qui impliquent des dirigeants et leurs équipes publiques et privées pour mieux comprendre justement le territoire dont ils dépendent et où ils vivent. Voilà, donc ça, c'est un atelier qu'on peut reproduire dans n'importe quelle organisation aujourd'hui pour partager. Il y a eu une grand-messe de restitution au siège du groupe La Poste à Nantes en avril dernier. Et depuis, on diffuse. Et on diffuse quoi ? Là, je vais y aller de manière très, très, très simplifiée et très courte. Que d'abord, là où nous vivons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je ne vais pas relire les chiffres, vous les découvrez comme moi. Nous dépendons des écosystèmes. Or, ces écosystèmes sont fragilisés aujourd'hui. Et donc, nos systèmes humains et économiques sont fragilisés, et on ne le voit peut-être pas dès aujourd'hui, mais il y a plein de filières. Les filières touristiques qui dépendent des écosystèmes, les filières qui dépendent de l'eau, évidemment, comme les filières agricoles, certaines filières industrielles avec des approvisionnements qui deviennent plus problématiques ou plus chaotiques, qui sentent ça. Ça, c'est l'état des lieux écologiques. L'état des lieux économiques, c'est quoi ? C'est que, comme je le disais, nous avons des dépendances dont nous ne percevons pas totalement la portée. Et sur votre chaîne de valeur, avez-vous fait ce travail qui consiste à dérisquer votre chaîne de valeur en comprenant quelles sont ces dépendances, mais aussi quelles sont ces pressions ? Et on a un enjeu de conscience. Quand on interroge, puisqu'on a fait une étude auprès des dirigeants relayée par nos partenaires d'ailleurs, dont NovaBuild, merci pour ça, on a pu observer que la question climatique est très haut sur le podium, que la question de la résilience, la question de la biodiversité, c'est plus compliqué, la question de la régénération, on n'en parle même pas, et que le besoin des dirigeants pour avancer sur ces sujets et de leurs équipes, c'est pas tant des financements, parce que des financements aujourd'hui il y en a. Le paradoxe, c'est que c'est du temps et des compétences. Et ça, c'est symptomatique, c'est-à-dire prendre le temps de sortir de la roue du hamster pour comprendre le problème, mieux le cerner et définir ensuite comment on va travailler individuellement ou collectivement, c'est ça l'enjeu. Et quand on prend ce temps, on découvre que plein d'organisations, ça peut être des associations, ça peut être des startups, ça peut être des collectifs, ça peut être
des friches aujourd'hui avec des projets de territoire dans différents domaines. Hein. On peut citer le transport maritime avec Zéphyr et Boré qui vient du territoire, des initiatives qui sont menées sur des aménagements avec des solutions fondées sur la nature, notamment sur nos côtes. La filière immobilière, évidemment, a déjà beaucoup, vous le savez, proposé, innové et se transforme. Marika va en reparler. Je ne reviens pas en détail, mais en fait, il y a beaucoup d'inspiration. Maintenant, la question, c'est comment, au-delà de nos chaînes de valeur, on crée des projets qui vont servir le territoire de manière coopérative et avec cette idée qu'on peut aussi créer de l'emploi et de l'activité en menant ces projets. Certains de ces projets deviendront des boîtes, d'autres deviendront des services publics. À la limite, c'est pas très grave. Nous, pour le studio Regenerate, on part du principe qu'il faut un projet, enfin plutôt des projets qui réparent, des projets qui sont dans la résilience, dont on peut mesurer les impacts. Et ensuite, la question de la viabilité économique se pose évidemment. Il ne s'agit pas de la mettre au second plan, mais elle se pose quand son temps est venu, pas avant que son temps ne vienne. Voilà, donc l'idée de Regenerate maintenant, c'est de structurer ce studio avec des partenaires autour de nous, évidemment avec des financements. Petit clin d'œil au passage, toujours important, l'argent c'est le nerf de la guerre. On a aujourd'hui une quinzaine de partenaires qui sont autour du projet et la coalition est ouverte aux bonnes volontés. Et les projets que nous portons aujourd'hui, prioritairement, sont deux projets. Un projet autour de la régénération des zones d'activité, et des zones commerciales. L'idée étant de mener ce projet conjointement sur plusieurs départements pour donner une dimension collective à ces projets de régénération écologique. Un projet autour de bâtiments démonstrateurs de la régénération, également, pour montrer comment un bâtiment pourrait avoir un impact net positif. Et puis d'autres projets, comme ce projet très emblématique, mais qui prendra probablement des années, mais qui intéresse aussi et qui s'inspire d'autres initiatives en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Belgique et à Paris, qui sont des projets de régénération des cours d'eau, notamment pour pouvoir avoir des sites de baignade urbains et bien dans une rivière ou dans un fleuve. Ici, le projet à Nantes, c'est autour de l'Erdre. Voilà le calendrier de Regenerate. Nous avons travaillé la gouvernance du studio de projet. Nous préparons et nous envisageons un hackathon de la régénération, hackathon territorial qui se tiendrait dans le courant de l'année 2024 et de premiers projets qui se structureraient suite à ce hackathon à la fin de l'année 2024. Et l'ambition, c'est d'avoir une dizaine de projets à terme dans ce studio de territoire auquel vous êtes invités à participer si le cœur vous en dit. Voilà Pierre-Yves, j'espère que je tiens le temps. Merci beaucoup Walter, super. Tu as lancé donc un appel à nos spectateurs et il y a eu plein de réponses. J'ai pas compté le nom, mais je dirais qu'il y a eu trois familles un peu de réponses. Alors je sais pas si tu veux réagir à ça. Donc ta question c'était qu'est-ce que vous entendez derrière régénération? Une première famille qui est logique hein, autour de la réparation, reconstituer, refaire quoi. Une deuxième famille plutôt intrinsèque sur les lois de la nature. Écouter les lois de la nature, l'écosystème, le systémique, la symbiose. Donc indépendamment de nous, mais cette question sur les lois de la nature. Et puis un dernier sur le fonctionnement sain, c'est ce côté un peu comme le slogan de Novabile sur prendre soin, raisonner avec le vivant. Je le différencie du précédent. Le précédent, c'est comme si le vivant était sans nous et le dernier, c'est nous avec le vivant. Voilà un petit peu les trois familles de réactions. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Oui, je vais essayer de faire ultra simple. Quand on parle de régénération, et tout à l'heure je vous parlais de ces travaux de Robert Costanza sur les services écosystémiques, quand il dit il faut $1 de nature pour faire $1,5 de nature pour faire $1 de valeur ajoutée, il ne s'agit pas de monétiser la nature en aucun cas. L'idée c'est de se représenter les apports de la nature dans le vivant. De manière très simple, la forêt elle vous a jamais envoyé une facture pour pouvoir exploiter le bois qu'elle produit. La scierie vous envoie une facture, certes, mais la forêt, elle vous envoie rien. Le phytoplancton grâce auquel nous respirons ne nous envoie jamais une facture pour l'air que nous respirons. Pour autant, ça a une valeur. Donc, comment traduire cette valeur? C'est ça les travaux de Costanza. Et on sait que ça s'appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire ce que fait la nature, l'humain,
la nature elle-même, mais aussi l'humain et donc nos activités économiques en tirent des bénéfices pour lesquels nous ne payons pas. Ces bénéfices, ils sont de plusieurs catégories. Il y a les bénéfices matériels, donc typiquement le bois, ça on comprend, l'agriculture, on va tirer des biens en fait de la nature. Il y a les bénéfices immatériels, par exemple le tourisme, ou l'inspiration, ou la balade en montagne, ou le sport. Voilà, on voit très bien comment un écosystème va pouvoir nous apporter ça. Et puis il y a des bénéfices qui sont plus difficiles à comprendre, qu'on appelle les services support et de régulation. Les services support et de régulation sont les grands cycles naturels. C'est le sol, les propriétés du sol, c'est l'air qu'on respire, c'est les cycles du phosphore et de l'azote. Mais ces services de régulation et ces services support, le fait de pouvoir réinvestir ce qui est un commun, en fait la qualité d'un sol c'est un commun pour un territoire, de réinvestir la qualité du sol, c'est ça la régénération. C'est pas seulement travailler sur je fais en sorte que la forêt puisse toujours m'apporter du bois, c'est absolument nécessaire mais c'est pas suffisant. Je fais en sorte que la forêt soit toujours là parce qu'on va pouvoir la traverser, on va pouvoir en bénéficier quand on fait du footing, c'est absolument nécessaire mais c'est pas suffisant. C'est aussi comment, par nos activités, on va contribuer à ce qu'on ait des sols, à ce qu'on ait des cours d'eau, à ce que globalement, nos écosystèmes répondent positivement et permettent de garantir la résilience du territoire. Et c'est vrai pour les écosystèmes écologiques, c'est vrai aussi pour les écosystèmes humains. Donc la régénération, en gros, c'est mettre la vie au cœur de toutes nos décisions d'entreprise et de collectivité en disant est-ce que je suis en train de participer à prendre soin, comme tu disais Pierre-Yves tout à l'heure, prendre soin de la vie sous toutes ses formes, ou est-ce que je suis plutôt en train de dégrader? Et donc, en faisant cette réponse, je vais aussi bien de la partie restauration qu'on évoquait dans le premier niveau de témoignage que tu évoquais, jusque à ce lien avec le vivant, ce lien très fort avec le vivant, cette empathie presque avec le vivant, qui est pour moi carrément une autre façon de créer, d'entreprendre, qui est aussi une philosophie entrepreneuriale. Ben, Marika est en train de nous rejoindre. Bonjour Marika, Fredette. Je poursuis un peu l'échange dans les questions sur la baignade dans l'Erdre en 2035. Il y a un petit doute quand même. On a tous en tête les deux maires de Paris, Jacques Chirac puis Anne Hidalgo, qui ont promis d'aller se baigner dans la Seine, et on voit bien que ça sera jamais fait en fait. Hein. Toi, tu promets de te baigner en 2035. Comment tu y parviens? Alors moi, je ne suis pas maire de Nantes et je veux dire, Dieu m'en garde. Chacun ses talents. En Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres territoires, il y a aussi un projet à Bruxelles. On considère que c'est important pour des tas de raisons, y compris parce que c'est un héritage en fait. C'est un héritage et aussi une connotation spirituelle. Alors peut-être que ça motive davantage. C'est quelque chose qui ancre très profondément le respect de l'eau et de certains fleuves qui sont presque sacrés. Moi, je veux juste vous témoigner d'une chose. Je suis à la fois, ceux qui me connaissent le savent, très engagé sur la question de transformation écologique, mais aussi très entrepreneur. Faire du business, créer des emplois, ça me va très bien, j'ai pas de problème avec ça. Quand j'ai une discussion avec un scientifique du Muséum d'histoire naturelle à Nantes, qui m'explique qu'il y a des marqueurs de pollution, au contraire de régénération de l'Erdre, comme les libellules, qui m'explique comment en fait on a tout un tas d'activités aujourd'hui, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient récréatives, qu'elles soient sportives ou autres, et qu'on se pose plus la question de savoir comment ces activités impactent la rivière alors qu'elle bénéficie de la rivière. Et qui me fait réaliser, alors que ça fait des années que je travaille sur ces sujets, que moi-même, en tant que Nantais, je suis fataliste et je me suis fait à l'idée que l'Erdre, c'est juste un truc dans lequel il ne faut pas se baigner parce que sinon on va perdre une jambe. Je me dis, mais comment moi-même je peux en arriver là, à cette fatalité? Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il y a un switch qui ne s'est pas fait dans mon cerveau ou dans mon cœur, en fait. Et donc, je pense que la première des choses, c'est se dire, est-ce que c'est normal de se dire que l'Erdre, elle est polluée pour l'éternité, qui fut la plus belle rivière de France, chantée par François Ier? Eh bien, non, ce n'est pas normal. Et je considère qu'à un moment donné, sur un territoire, des entreprises qui dépendent du territoire peuvent se dire, ça n'est pas normal. Et donc, puisque c'est pas normal, on va changer le cours, non pas de l'Erdre, mais des événements. Et si ça prend 15 ans, ça prendra 15 ans. C'est pas grave. Mais il y a plein de raisons pour penser que si on a bitumé une cour de récré et qu'on est capable de la débitumer, eh bien, je ne vois pas de raison
fondamentale pour laquelle, si on a pollué l'air, on ne serait pas capable, mieux que de la dépolluer, de la régénérer. Ben merci, c'est très engageant ce que tu viens de dire. Marika, ça t'inspire quelque chose avant de te donner la parole pour la présentation de ton propos? Ça m'inspire plein de choses, je vais en parler juste après. Donc on fait la liaison, je pense que c'est le bon moment. Donc bonjour à tout le monde, donc je vais partager mon écran. Et on poursuivra les échanges, Walter, hein, tu restes avec nous. Et alors, donc à toi la parole pour une vingtaine de minutes, Marika. Ouais, je vais mettre juste au début. Vous me dites si c'est bon là, parce que j'ai plus le... Parfait, on voit bien l'image. Ok, donc je pars mon timer pour être à l'heure. Donc bonjour. Donc ce dont je vais vous parler, c'est un peu comment ce même mot, regenerative, régénérer, régénération, se décline sur des projets concrets, à une autre échelle, avec d'autres enjeux. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans nos deux présentations, c'est que vous puissiez voir deux facettes, en fait, d'une approche, vous allez voir, qui, au-delà d'une sémantique un peu nouvelle pour certains, dit beaucoup de choses sur le monde qui est en train de bouger actuellement. Donc, Wigwam, la structure que j'ai créée il y a 16 ans, et maintenant avec un bureau à Montréal, parce que je suis d'origine canadienne, alors je dis souvent, on n'est pas vraiment un bureau d'études, parce que je pense qu'on est autre chose dans l'esprit, qu'on accompagne à toutes les échelles imbriquées, la partie, on va dire, de notre environnement bâti. On n'a pas la base de compétences en biodiversité, en écologue, même si on travaille beaucoup avec eux. Donc, on vient vraiment du monde, au départ, du bâtiment, beaucoup d'architectes, d'ingénieurs et d'urbanistes. Mais au fur et à mesure de la pratique des 16 années, elle s'est construite autour de ces systèmes qui sont imbriqués, hein, les matériaux, l'enveloppe, le bâtiment, quartier. Et le dernier des systèmes, c'est bien les organisations vivantes, que ce soit humaines ou naturelles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans notre pratique, en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle de remonter un peu toutes les échelles. Donc, on est basé à Nantes et à Montréal aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que j'aime beaucoup un mot en anglais, le journey, qui dit un peu, c'est un peu le voyage un peu presque intérieur qu'on fait. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous êtes aussi dans une démarche de réflexion auprès de votre pratique, que vous soyez maître d'ouvrage, architecte, peu importe. Et ce voyage que l'on fait tous, depuis la prise de conscience qu'on peut avoir, peu importe, il s'est fait souvent selon plusieurs échelons. Quand j'ai fini mes études d'architecture en 92, j'avais décidé de pas travailler sur l'échelle du bâtiment, mais d'un quartier qui était complètement, qui était une friche urbaine. Et à l'époque, j'avais même pas conscience. C'était Rio de Janeiro, on en parlait, c'était le début. J'avais pas conscience en fait que j'avais déjà ouvert la voie de regarder l'échelle au-dessus, regarder dans quoi on s'inscrit le plus grand. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que j'ai l'entreprise. Il y a eu plusieurs jalons importants. Il y en a un qui me tient à cœur, c'est celui de 2018. En 2018, c'était juste avant justement cette fameuse intervention de Walter. En 2018, des jeunes salariés ont commencé à me parler d'effondrement, d'éco-anxiété, de ne pas avoir d'enfants. Et après une certaine phase de déni, de leur dire mais non, ça va aller. On a pris une journée au bureau pour se poser, réfléchir. Et ce jour-là, j'ai fait ce qu'on appelle, c'est des moments de pivot dans nos vies. J'ai fait un pivot parce que j'ai compris que, en fait, j'étais probablement en train de poursuivre une voie qui était confortable. Le développement durable était une période extrêmement agréable, excitante, créative, et que finalement, il y a autre chose qui était en train de s'ouvrir, mais je ne savais pas comment l'adresser. Et d'ailleurs, je suis assez fière de dire qu'à Novabull, le conseil d'administration, c'est ce jour-là où j'avais dit qu'il fallait arrêter de parler de développement durable, d'où le fait qu'on avait fait venir Walter pour nous aider à y réfléchir. Donc, nos bureaux sont à Nantes et c'est un peu notre wigwam. C'est quoi un wigwam? C'est ça. Mais c'est au-delà. Un wigwam, c'est un habitat collectif nord-amérindien. Et dans cet habitat que montent les femmes, on voit bien qu'il y a un lien. Si on regarde du point de vue régénératif, on a un peu un condensé de la question du croisement entre tous les systèmes vivants. L'humain n'est qu'un animal parmi les systèmes vivants. Et comment, dans cet habitat, évidemment, dans lequel on n'habite plus aujourd'hui, on s'était posé la question de localiser, de l'impact le plus faible, et puis de la reconnexion entre tous ces systèmes vivants. Donc, pour moi, c'était très inspirant quand j'ai créé l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est que cette approche systémique dont on parle beaucoup aujourd'hui, en réalité, on l'a partout autour de nous. Avant de devenir architecte, je voulais être astrophysicienne, notamment après des lectures d'Hubert Reeves, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, donc un compatriote québécois.
Et quand on voit notre Voie lactée, c'est étourdissant en fait. Hein, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait l'astrophysique, parce que c'est un tout qui est tellement qui donne le vertige. Mais c'est là qu'on habite en fait. C'est ça notre habitat. Donc c'est cette Voie lactée qui elle-même fait partie évidemment d'un univers dont on n'arrive pas à appréhender sa grandeur et son fonctionnement vraiment concrètement à notre échelle. Et ce qui est important, c'est que ça n'est un gros système. Dans l'univers, les Voies lactées, les galaxies sont un système, et dans lequel nous, on a ce vaisseau spatial. Alors, ce vaisseau spatial qui, évidemment, est en perte d'habitabilité, avec des passagers qui sont fragilisés, plus ou moins, certains beaucoup, égarés, qu'on soit dans la conscience ou pas égarés. Et si on y regarde bien, en fait, il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas le vaisseau spatial et les humains sur Terre, les passagers et tout. En fait, tout ça, c'est un tout. Puisque nos molécules qui nous constituent ne sont que des poussières d'étoiles, comme disait si bien Hubert Reeves. Donc c'est important parce que cette image prise il y a 50 ans, lorsque les astronautes sont allés sur la Lune, elle est tellement poétique sur ce dont il est question, au-delà de tout ce qu'on parle aujourd'hui, et comment ce système qui est au-dessus de... Tous les systèmes qui sont au-dessus de nous nous constituent et ne peuvent pas être isolés les uns des autres. Et quand on regarde inversement en zoomant, c'est ça le quotidien. C'est des événements qui nous arrivent, que parfois on relativise pas, qui sont plus ou moins difficiles, mais qui font partie de cet univers aussi. Et ils existent, ces événements, parce qu'il y a aussi la Voie lactée et l'univers. Et donc, c'est un des premiers sujets importants dans la compréhension de l'approche régénérative et des approches systémiques, c'est qu'il n'existe pas un système, mais bien des systèmes imbriqués. On appelle ça en anglais le nestedness, et c'est un très beau mot, parce que nest, c'est le nid. Et donc, ce sont des nids les uns dans les autres, que ce soit à titre personnel, dans sa famille, sa communauté, son entreprise, ou que ce soit au niveau plutôt physique, c'est-à-dire le site d'un projet, son quartier, le bassin versant, la biorégion, etc. Et donc, ça veut dire que si on ne fait les choses séparément, on voit bien qu'on ne va pas adresser l'ensemble des changements qui sont nécessaires. On a utilisé le mot développement durable depuis 92. En gros, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est passé dans autre chose. Et donc, ce terme qu'on n'utilise plus beaucoup en France par rapport au Canada, où je l'entends encore beaucoup et ça me fait toujours bizarre quand j'y vais, parce que finalement, on sent bien qu'on a besoin d'une autre sémantique dans ce monde VUCA. On a besoin d'une sémantique. Alors, j'en ai mis quelques-uns et n'hésitez pas à le mettre dans la boîte de clavardage d'autres que vous utilisez, parce que je trouve ça extrêmement intéressant de voir que c'est un besoin, en fait, je crois, qui à la fois représente des nouvelles formes de pensée et en même temps, probablement répond à un besoin de se dire mais comment on peut parler de ce qui nous arrive, comment on peut parler de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc, je trouvais intéressant de voir que la liste, quand je l'ai faite, en fait, j'en avais encore plein d'autres. Et je me dis, bah tiens, c'est intéressant parce que l'aspect régénératif vient s'inscrire là-dedans. Alors, le mouvement régénératif est plutôt ancien. Il a plusieurs connexions avec la permaculture, l'agriculture régénérative. Tout à l'heure, tu as parlé, Walter, de l'économie régénérative, symbiotique. J'ai vu récemment qu'il y avait une association d'ailleurs qui s'appelle l'hydrologie régénérative. Donc, on voit que c'est un terme qui arrive, avec toujours le risque qu'un terme soit dépouillé de son sens profond. Mais j'aime bien en fait la phrase que dit le Regenesis Institute, qui donc est l'organisme auquel j'ai été formée. Donc c'est un organisme qui forme au niveau international, européen et bientôt normalement à l'automne en français en France. Donc c'est un institut qui forme à la pratique régénérative et à l'approche, la démarche, la philosophie. Et j'aime bien cette phrase, hein, c'est le temps de faire un travail de profondeur pour lequel on n'était peut-être pas préparé et qu'on n'a pas le choix de faire. Tout ça, ça s'inscrit dans une mouvance actuellement qui bouge de partout. Vous entendez, on a parlé tout à l'heure du biomimétisme, des travaux qui ont été faits dans les années 2000 avec Dominique Hayes, qui est architecte sur, j'aime bien ce terme, concevoir avec espoir. Et donc tout ça, finalement, c'est un mouvement qui donne beaucoup d'espoir parce qu'il dépasse très largement l'objet pour lequel, en général, on avait démarré ce travail. Tout à l'heure, on parlait de la rivière de l'Erdre. J'ai envie de dire, peu importe, là où amènera le travail sur l'Erdre, on ira probablement chercher des choses encore beaucoup plus profondes et qui nous résonnent en tant qu'humains et êtres vivants. Tu as parlé aussi, Walter, tout à l'heure de la théorie U. Donc, j'ai été formée au MIT à Boston. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une démarche qui a été faite au départ pour les entreprises. Et aujourd'hui, Otto Scharmer, le fondateur, travaille beaucoup sur les changements profonds dans la société. Donc, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure.
des approches aussi des années 60, où j'ai beaucoup travaillé, certains connaissent, sur le fait de travailler avec les habitants, l'habitat participatif sur les territoires. Alors bon, personnellement, j'ai jamais utilisé le mot assistance à maîtrise d'usage. Pour moi, c'est pas le sens que je porte. Mais ça parle déjà de systémique, parce que dans le community planning, on va s'intéresser à aller chercher l'ensemble des participants, l'ensemble des vivants sur un territoire. On s'occupe pas tellement dans le community planning du vivant autres que humains. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est une démarche que le régénératif maintenant intègre. Les habitants, ce sont vraiment tous les habitants. Et puis un dernier élément aussi qui a lieu au niveau européen, c'est le mouvement du placemaking qui s'intéresse à l'espace public, mais comme lieu de rencontre, lieu aussi du vivant. Et aujourd'hui, en fait, ce mouvement aussi, qui est assez ancien, est en train d'évoluer et d'aller vers les communautés vivantes, puisqu'aujourd'hui, la question de la nature en ville se pose maintenant plus. En fait, on y réfléchit, donc on verra que tout à l'heure, il y a différentes manières de l'aborder. Il te reste 10 minutes, Marika. Ouais. L'approche du Regenesis Institute est basée sur le mot coévolution. Et j'aime beaucoup ce mot parce que il y a toujours le risque de se dire qu'on veut faire à la place de la nature, on veut faire pour la nature parce que on veut effectivement en prendre soin. Mais dans la réalité, la nature sans nous, elle va avancer en fait. Et donc, est-ce que demain, c'est la nature qui prend soin de nous ou c'est nous qui prenons soin de la nature? C'est quelque part une coévolution qui est en train de se passer. Ce schéma que tu as montré, Walter, donc qui est originaire de Bill Gates, qui est un architecte qui a cofondé le mouvement du Regenesis Institute, parle bien de cette migration. Alors, ce ne sont pas vraiment des étapes, c'est peut-être dans votre propre évolution des choses que vous êtes en train de vivre. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est de se dire, est-ce que finalement, si on dépliait, on faisait un miroir de ce qui est en train de se passer pour nous, finalement, quand on n'y est peut-être pas encore l'humain, en tout cas pas avec la présence qu'on a aujourd'hui, les systèmes étaient là, étaient dans un équilibre systémique. On les a déséquilibrés. J'espère qu'on est en bas de la courbe. J'espère qu'on est en train de repartir dans l'autre sens. Mais ce qui est important, c'est de se dire que on arrive à un instant T, mais avant nous, il y a eu autre chose. Après nous, il y aura autre chose. Donc, il faut rester humble dans le fait qu'on n'est qu'une partie du tout. Et c'est ça qui est intéressant dans le mouvement régénératif, c'est de retrouver en quoi on est une partie du tout, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que suite à ce graphisme, des gens comme Daniel Wall ont travaillé sur en quoi il y a un lien avec les ODD. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez les ODD. Les objectifs de développement durable, ils ne sont pas aujourd'hui régénératifs. Pourquoi? Pas parce que les sujets ne sont pas intéressants ou importants, mais parce qu'ils ne sont pas interreliés et que le risque, c'est qu'on les adresse par morceaux. Tiens, je vais prendre 3 objectifs, que 2, ou je vais les mettre côte à côte, et puis je vais dire comment j'ai rempli ces objectifs. Et on voit bien qu'en faisant ça, on ne met pas en dynamique systémique. Point important aussi, c'est que dans l'approche régénérative, on essaie de faire attention au fait que de pas confondre avec le fait de restaurer les milieux. Donc là, on va restaurer un milieu qui était abîmé, ou de réconcilier le fait que l'humain va être, que je disais tout à l'heure, la nature en ville, c'est une forme de réconciliation, mais qui n'est pas nécessairement une forme de régénération. Et vous voyez l'exemple qui est intéressant, la rivière Leyre qui a été renaturée, parfois on parle de restauration, revitalisation. Aujourd'hui, les poissons sont toujours pas revenus. C'est un projet qui a fait pas mal de publications. Et on voit bien sur la photo à côté que le sujet de la renaturation n'est pas allé dans l'approche systémique des niveaux de système au-dessus. Là, ici, une agriculture pour moi assez intensive. Et on voit bien que juste s'attaquer au sujet de renaturer ou réparer cette rivière ne suffit pas pour se dire qu'on remet en fonctionnement et en fluidité les systèmes. Donc, dans la ville, ça dit quoi? Ça dit que si on se contente de faire des démonstrateurs, des projets très bien réussis, que ce soit des zéro carbone, peu importe, même des RE 2042, finalement, on ne fait que ça, en fait. On ne fait que des petites tâches. Si on commence à se dire qu'autour d'une opération, d'un projet, il y a quand même des choses qui se passent autour et on commence à se poser des questions de mutualisation, d'interconnexion, ça se fait parfois maintenant avec des espaces partagés, etc. Là, déjà, on voit qu'on sort du périmètre de l'opération uniquement. Et si on commence à les interconnecter, là, on commence à rentrer dans l'approche systémique, on va se rendre compte que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a même plus besoin de construire, ce qui est quand même un objectif, de diminuer l'acte de construire, peu importe comment il est fait. Et si on regarde que finalement, tout le sujet, quand on parle beaucoup de massification, c'est le sujet de repenser, en fait, tous nos espaces de vie, tous nos habitats de manière générale. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quelle place fait-on pour
la partie naturelle. Est-ce que c'est simplement quelque chose qui nous sert d'aménité? Est-ce que c'est quelque chose qui réduit les îlots de chaleur? Ça veut dire qu'on demande à la nature de nous rendre un service, ou alors on refait corps avec cet espace qui fait partie du même vaisseau spatial. Donc rapidement, parce que c'est pas évident en 20 minutes de présenter 16 années de pratique régénérative avec une trentaine de projets, donc c'est pas simple comme exercice. Je dirais qu'une des effets secondaires de mettre un projet dans une approche régénérative, c'est un peu comme une goutte d'eau, la goutte représentant le projet. Quand la goutte va tomber lentement dans l'eau, elle va mettre en mouvement, en anglais ça s'appelle le ripple effect, elle va mettre en mouvement autour. Et finalement, ce qui était le prétexte pour démarrer un sujet, si vous voyez bien au ralenti, la goutte va être absorbée dans le liquide, elle n'aura plus d'entité propre, d'individualité. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est qu'on aura mis en mouvement. Donc, pour illustrer ça, un projet sur lequel on a travaillé une dizaine d'années sur l'école de Bouvron, vous avez sur Internet pas mal de petits films là-dessus, qui est un projet au départ, vous voyez la goutte d'eau, c'est on veut faire notre nouvelle école. Et puis, en travaillant sur ce projet de manière très différente, ça a été un des premiers processus de conception intégrés dans la région, en fait. Ce qui a été travaillé, là, je ne vous montrerai pas nécessairement le projet parce qu'il y a toutes les parties prenantes, les entreprises, le maire, les enseignants, puis on a travaillé avec les élèves. Donc, on n'a pas exploité les enfants pour qu'ils fassent le projet. Ça a plutôt fait partie du projet pédagogique de se dire, finalement, la coque physique du bâtiment école, c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est comment on redonne à des enseignants l'envie d'enseigner, des témoignages incroyables de ce projet où à la fin des enseignants disent j'ai changé complètement, j'ai même décidé de continuer l'enseignement alors que je voulais arrêter. Des enfants et des familles qui comprennent à travers ce projet, bon, il y a de la terre crue à l'intérieur, mais au-delà de la technique, c'est qu'est-ce que ça re-questionne sur la place de l'enfant dans un groupe. On disait tout à l'heure les différents systèmes. Est-ce que être enfant dans un groupe, c'est être tout le temps groupe, ou mon individualité, ce que je suis, doit aussi se construire à travers ce lieu. Donc, vous voyez, ça dépasse des questions qui sont uniquement liées au fait de dire est-ce que le bâtiment consomme plus ou moins de l'énergie. Un deuxième principe important, c'est pourquoi ce système, pourquoi ce projet se fait. Et si vous connaissez les cercles de Simon Sinek, il dit bien, très souvent, on va passer beaucoup de temps à décrire le what, le projet, ce que l'on veut faire. Et puis finalement, on va passer aussi parfois un peu de temps à expliquer le mode opératoire, le système constructif, on va expliquer les cibles environnementales, le type d'équipe, le contrat, etc. C'est le comment. Et puis finalement, le sujet sur lequel on s'attarde le moins à re-questionner, c'est le why. Qu'est-ce qui est vraiment l'intention derrière? Qu'est-ce qui est vraiment la question qui se pose? Est-ce que la question, c'est les matériaux de l'école ou quelle école voulons-nous pour nos enfants et quel épanouissement voulons-nous pour chaque individualité qui va y passer? Et donc, c'est ce sujet-là qui est au cœur de l'approche systémique. Le système, ce sont des éléments interconnectés pour une même raison d'être. Et ça pose la question de quelle est la raison d'être. Et très souvent dans les projets, on va se retrouver qu'une commande qui donne l'impression, c'est un cahier des charges, que finalement c'est très lisse, très clair et tout le monde sait de quoi on parle, puis allez hop, c'est parti, on le résout. En réalité, c'est ça un projet. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de besoins latents qui ne sont pas exprimés. Et très souvent, le sujet d'origine, c'est notre fameuse goutte d'eau qui a le potentiel de mettre en mouvement, mais qui en soi n'est pas l'ensemble de la problématique. Et donc souvent, je dis, il faut le déplier en fait, cette boule, il faut la déplier, il faut se dire que c'est un point de départ, on la déplie petit à petit, puis on va se rendre compte finalement à la fin que non seulement on comprend mieux la problématique, mais derrière on voit encore mieux le potentiel, qui est un autre élément du régénératif, qui est de dire quel est le potentiel qui n'est pas révélé et qui est singulier à l'endroit sur lequel on exerce le travail sur lequel on veut travailler en mode régénératif. Un autre exemple, c'est le concours d'architecture. C'est une démarche qui a eu lieu au Québec pendant 2 ans. Ils se sont posé la question, un peu inspirés par les Finlandais, de repenser les écoles, repenser l'école de demain ensemble. Et ce qui était intéressant, donc on a participé au concours qui était à Rimouski. Le projet était très mal situé, à la limite d'un quartier résidentiel complètement excentré sur des terres agricoles. Donc, ça nous a beaucoup perturbé de travailler sur ce projet. Et quand on a commencé à travailler dans le régénératif, on va se poser la question de qu'est-ce qui était là avant qu'on arrive. Qu'est-ce qui était là sur ce site? C'était tout simplement la mer de Gold Point.
vous voyez en fait, c'est la période de glaciation il y a 15 000 ans, vous avez le périmètre de jusqu'où allait en fait l'eau au moment de la fonte de la mer de Gateway, et donc le projet était sous l'eau. Et donc quand on va sur le site, on le voit puisque tous les systèmes géologiques le montrent que c'était, en fait, on était au fond de l'eau. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça dit pour le projet, le fait que c'était ça en fait il y a 15 000 ans, c'est pas très loin, c'était ça, et on est venu petit à petit en tant qu'humain s'inscrire, mais si on se reposait la question de l'ancrage, on est ancré à quoi et qu'est-ce que ça dit d'être là et pas ailleurs. Et sur ce projet, ce qui est intéressant par rapport à la question de la raison d'être, c'est qu'à nouveau, le sujet, c'est pas le bâtiment le plus bas carbone, le sujet, c'était de se dire comment, pour avoir un impact le plus faible, la question d'embarquer toute la communauté des familles qui ont des enfants dans cette école. Donc là, je passe le détail, c'est un projet dans lequel il y a des dimensions sur l'alimentation, le transport. Et on s'est rendu compte que finalement, si on s'occupait que du bâtiment, on allait aller chercher 5% de tout ce qu'on est capable d'impacter positivement en allant chercher la communauté. Un troisième aspect donc, que je peux explorer, c'est les 3 forces en action. Dans tout projet, si vous êtes sur des projets de territoire d'urbanisme, il y a toujours cette question de la force dans lequel on a envie d'avancer, ce qui nous a mis en mouvement autour d'un projet ou d'une envie de faire quelque chose. Par exemple, travailler sur l'Erdre, la rivière. Et puis, il y aura toujours une force qui dira « oui, mais il ne faut pas le faire, oui, mais ça ne marchera pas, oui, mais c'est impossible ». Et ça fait partie, en fait, de la vie. En réalité, ces forces, elles existent aussi dans la nature. Et ce qui est intéressant dans le mode régénératif, c'est de se poser, c'est ce qu'on appelle le Law of Three, c'est en quoi il y a une autre force qui arrive de réconciliation, non pas de compromis, mais qui vient travailler sur « et si on avait ça et ça ?» et qu'on n'était pas dans le ça ou ça. Et donc, c'est tout un travail qui va être intéressant et donc qui met évidemment dans une écoute profonde de ce que chaque partie prenante, vivante, naturelle, végétale ou humaine, vient dire autour de cette thématique. Sur ces forces de réconciliation, sur l'exemple du projet de La Roche-sur-Yon que certains connaissent, qu'on l'a pas mal présenté de 5 hectares, la question au départ, c'était de dire est-ce qu'on démolit l'ensemble ou on en garde une partie, et évidemment, avec beaucoup d'inquiétude du quartier autour, ce projet, finalement, si on veut faire bien les choses, on ne démolit pas, on rénove, mais le projet est parti et il fallait déconstruire. Et donc, la réconciliation qui est travaillée, et si ce projet aidait tout un écosystème à se créer autour de cette question de la déconstruction sélective, de la reconstruction, et si on embarquait les entreprises du territoire grâce à ce projet géolocalisé, et que finalement, ça nous permettait d'entraîner des étudiants des écoles d'architecture, d'ingénieurs pour apprendre les gestes, des nouveaux métiers. Et c'est ça qui est en jeu, en fait, dans ce projet. Ce n'est plus du tout le périmètre du projet, on va dire, opération foncière, mais bien en quoi ce projet a le potentiel de mettre en mouvement beaucoup plus large. Donc, vous pouvez me poser des questions si vous voulez, parce qu'il y a énormément de matière sur un projet de 4 ans. Et même les questions qu'on va se poser, c'est comment ce projet a le potentiel de nous re-questionner sur ce que l'on fabrique aujourd'hui, qui est toujours non déconstructible en fin de vie, parce qu'on ne se questionne pas sur le long terme de qu'est-ce qu'on est en train de faire. On parle de circularisation, mais les bâtiments neufs aujourd'hui sont encore difficiles à circulariser demain. Et maintenant, les différents niveaux d'échelle. Marika, pour conclure, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la dernière. Et donc, ça dit que le niveau de prise en compte dans un projet dans lequel il y a plusieurs étages de système, c'est bien de se dire qu'il ne s'agit pas de mettre des gens ensemble et de dire qu'on fait de l'intelligence collective. En anglais, on dit souvent le me-ness, le oneness, le wholeness. Ce que je suis moi ne peut pas s'effacer dans ce que le collectif va travailler et ne peut pas s'effacer non plus dans ce qu'on va dire être l'humanité en route vers autre chose. Et donc, ça veut dire que toutes ces échelles jouent en même temps. Je dois, moi, me positionner en tant que professionnel, maître d'ouvrage ou habitant ou entreprise sur qu'est-ce qui va bouger en moi à travers un projet sur lequel j'ai envie que les choses bougent. Sinon, ça veut dire qu'en fait, on regarde l'approche systémique de la conduite du changement de l'extérieur. Et sur Saint-Marc-du-Désert, c'est le travail qu'on est en train de faire à travers le tiers-lieu, le projet de territoire 2050, l'école. On travaille aussi avec le conseil municipal. Demain, on élargira un peu plus large. Mais le travail, c'est de dire qu'avec le conseil municipal aujourd'hui, qu'est-ce que chacun de ses membres est venu faire en tant qu'élu et a envie de laisser comme trace dans ce projet qui est très grand à titre personnel. Donc, pour finir, la théorie You, elle montre un point important, il ne faut pas l'oublier. Ce petit point qui est en bas, c'est la spécificité de cette approche.
c'est de dire qu'il y a toujours un moment où quand on va vouloir changer les choses, ça va bloquer, c'est ce qu'on appelle le point de blocage. Et c'est un point que Otto Scharmer appelle un point de presencing, c'est-à-dire que je me rends complètement disponible à comprendre ce qui est en train de passer. Et point important, je vois ce que je vais laisser tomber pour faire de la place à quelque chose que je vais apporter, que lui appelle le futur émergent. C'est un passage parfois sur ce pont qui est à 300 mètres de haut, qui est vitré, on peut avoir peur de le passer, avoir une petite trouille, ça bouge, ça donne le vertige. De travailler autrement, c'est une autre dimension. Pour moi, c'est pas possible de revenir en arrière. Et donc, c'est notre raison d'être aujourd'hui. Donc, Wigwam travaille vraiment avec cette ligne directrice d'agir avec impact, avec l'envie d'inspirer, l'audace d'imaginer, mais surtout le courage d'agir, ce qui est peut-être pas une caractéristique du régénératif, mais pour nous qui en fait partie aussi. Merci, merci beaucoup Marika et merci Walter de nous avoir rejoints. La première impression là, c'est par rapport à différentes réactions. Certains, quand ils ont lu Régénération, ils ont pensé qu'on allait parler du ZAN et des sols, des questions foncières, ce qui est un sujet très important, qui est déjà aussi une grande transformation de se contraindre à arrêter de grignoter les sols. Tu en as en définitive assez peu parlé du sol dans ton intervention. J'ai pas parlé d'à peu près 3 milliards de choses, mais ce qui est intéressant, c'est j'avais enlevé une diapo parce qu'il y en avait trop et je vais la remettre, vous allez la visualiser mentalement dans ce schéma qui montrait du dégénératif au régénératif. Les gens qui ont travaillé dessus, qui sont plutôt basés en Amérique du Nord, mais maintenant en Europe du Nord aussi, disaient en gros, si on se contente de respecter, de s'appuyer sur les lois, finalement on reste dans le dégénératif parce que c'est très conventionnel. Et moi, je fais partie des personnes qui militent par mon regard international sur le fait de dire oui, mais et les lois permettent aussi d'accélérer en fait cette prise de conscience parfois un peu forcée. Je pense qu'il faut être extrêmement fier en France du travail qui est fait aujourd'hui, notamment avec les supports législatifs qu'on a. On fait l'envie de beaucoup de pays. Je travaille actuellement sur une étude assez internationale avec pays scandinaves et Canada. Et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun pays qui est allé aussi loin sur les sujets dans notre secteur. Je ne suis pas dans tous les secteurs, mais dans notre secteur, même les Suédois ont laissé tomber leur crayon. Donc, comme on ne communique pas en anglais, personne ne le sait. Mais je vous dis, le sujet ne va pas être d'arriver les premiers. C'est pas une compétition, c'est une coopération, en fait, ce qui nous arrive. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que oui, la ZAN est une magnifique opportunité de travailler justement ces sujets systémiques parce que on ne pourra pas juste surélever des bâtiments pour y arriver. On voit bien qu'on va être obligé de travailler tous ces sujets. Puis comme en même temps, il y a la biodiversité qui nous pousse, et tu l'as très bien dit, Walter, les systèmes qui sont rendus, les services qui sont rendus par la nature aujourd'hui, l'idée c'est de se dire comment on renverse ce paradigme de service rendu par coévolution. Donc je disais au début, donc je pense qu'en fait cette contrainte, en tant que concepteur, une contrainte est toujours positive. Cette contrainte, elle est une formidable occasion que nous avons d'aider, à commencer par la francophonie, d'aider en fait cette pensée. Je vous dis, on est les plus loin aujourd'hui. La ZAN, il n'y en a pas à aucun endroit. Au Québec, ils n'arrêtent pas de regarder ça avec des loupes pour se dire comment ils vont faire pour s'en sortir. C'est possible, mais comment ont-ils réussi? J'ai dit tout à l'heure, courage. Il faut du courage actuellement. Et par moments, on a eu l'impression, même avec le propos de Walter, d'une certaine utopie, en tout cas un décalage par rapport à notre quotidien, du quotidien des projets, y compris de projets d'aménagement d'acteurs très engagés. Et on se dit, comment est-ce qu'on passe de cette utopie, et on voit bien dans les échanges, les gens adhèrent à vos propos, à tous les deux, mais peut-être les mêmes personnes qui adhèrent aux propos sont aujourd'hui pas en capacité, pour des raisons d'économie de projet, pour plein de pression, etc., d'aller jusqu'au bout d'une logique comme celle-là. Comment est-ce qu'on peut accompagner, aider les gens à aller jusqu'au bout d'une logique régénérative? Peut-être je peux, sur la partie, donc moi je fais comme on a fait plusieurs projets, il y a Sylvain que je salue, qui est l'élu qui porte actuellement le projet à Saint-Marc-du-Désert, donc peut-être qu'il serait le mieux placé, mais j'ai envie de dire, dans le rôle que l'on joue,
j'ai utilisé pendant longtemps le terme facilitateur. Maintenant, je trouve très beau le mot ressource qui est utilisé par l'Eurogenesis Institute. Ressource, ça veut bien dire que finalement, c'est pas nous qui agissons. Je vous disais tout à l'heure, ce qui est le signe d'un projet régénératif, c'est quand on vous enlève, ça marche, c'est parti, c'est un mouvement. Et donc, et quand tu es plus là, personne s'est rendu compte que tu n'étais plus là. Ben, l'accompagnateur n'est plus là. Ça. Et je pense que dans tous les projets, quand je faisais beaucoup d'habitat participatif, j'adorais le moment où je rentrais dans la salle où il y avait le groupe et personne ne me remarquait et j'avais énormément de mal à dire bon, on va démarrer. Puis à la fin, je me dis mais en fait, j'ai plus besoin d'être là en fait. Et donc c'est ça le signal, je pense, le plus fort. Ceux qui le vivent, les projets, en général, se rendent compte que c'est très pragmatique et en même temps tellement évident de travailler autrement. J'avoue que jusqu'à ce que je croise Nancy, qui est peut-être là aussi, qui est une praticienne régénérative au Québec, je ne savais pas, en fait, comme Jourdain, que je faisais du régénératif, puisque du coup, j'ai construit ma pensée systémique au fur et à mesure des années, en testant plein de choses, en ayant formé un peu partout. Et en testant les choses, en fait, on n'est pas très bon en communication. Vous verrez rien sur notre site internet. Je n'ai pas le temps, en fait. Bravo, Walter. Je rêve d'écrire un livre comme celui que vous avez fait. Mais en fait, derrière, il y a vraiment une transformation progressive qui se fait. Je suis presque certaine que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont vécu des choses, ce qu'on appelle des moments de shift, où on sent qu'on passe dans autre chose en termes personnels et collectifs, et on voit bien qu'on va pas revenir en arrière. Hein. Vous le passez par moment, ce fameux point de stock qui est représenté par la théorie U. Et donc, j'ai envie de dire, il n'y a qu'en expérimentant de travailler autrement, qu'on peut arriver à découvrir que finalement ça fait pas peur. Par contre, c'est pas le chemin avec les cibles qu'on coche, ça c'est sûr. C'est la grosse différence avec une approche analytique que nous proposons. Ni un tableur Excel où on a un chiffre carbone en bas de page. Et en même temps, il faut passer par parfois de la quantification pour savoir de quoi on parle. Et en même temps, il a fallu passer par là aussi. Quand j'ai commencé en 92, on n'avait que ça, le développement durable qui nous mettait des cibles. Et heureusement, je l'ai dit au début, c'est un journey. Ce que l'on est aujourd'hui à titre personnel, c'est pas qui on était il y a 10 ans et non plus dans 10 ans. Et donc, ça veut bien dire que tout ça progresse. Maintenant, il faut que ça progresse vite. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve extrêmement positif, et c'est ce que je dis à des jeunes générations qui sont souvent inquiètes, je leur dis quand on commence à travailler à la bonne échelle avec cet effet ripple que vous avez vu sur le lac, en fait, vous mettez plein de petits projets comme ça sur un lac. Je l'ai essayé avec des gouttes, c'est magnifique. Vous envoyez des gouttes sur un lac, vous allez voir plein de petits cernes qui se mettent autour des gouttes. Et si vous dézoomez, tout le lac, il y a un cerne très grand qui est en train de se créer. Et ça, je vous dis, j'en ai des frissons à l'expliquer parce que je l'ai fait et ça marche. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Si tous ces projets se mettent avec un effet de je sors du périmètre foncier, je sors du périmètre uniquement sur l'urbanisme, la zone dans laquelle on m'a affecté, si je me reconnecte, pensée à Avatar, tout ça est interconnecté, ce film, il y a une belle image qui le montre à un moment, rappelez-vous, le vaisseau spatial, c'est nous. Et donc, quand on retrouve cette interconnexion, qu'est-ce que ça fait du bien? Walter, j'avais envie de te poser la même question qu'à Marika, c'est un peu comment est-ce qu'on accompagne les gens à aller dans une logique de régénération une fois qu'ils sont convaincus que l'on est en vibration avec l'ensemble du vivant, exactement comme vient de le dire Marika, mais après, comment est-ce qu'on le concrétise, comment est-ce qu'on en fait un modèle économique? On ne t'entend pas, mais oui, tu n'as pas ouvert ton micro. C'est logique. J'ai deux touches. Voilà. Parfait. J'ai d'abord merci Marika parce que je bois du petit lait. Ce que je veux dire, c'est que je veux revenir à la notion d'utopie. En réalité, je pense que les gens. Alors moi, je parle de cette frange qui me fait tellement vibrer, et au sens très large du terme, les gens qui entreprennent, aussi bien leur vie qu'un projet, qu'un territoire, peu importe en fait. L'esprit d'entreprendre, au-delà de l'esprit d'entreprise, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont des utopistes qui ont décidé de donner corps à une utopie, c'est-à-dire de concrétiser une utopie, tout simplement. Ça n'a jamais été autre chose. Et vous pouvez prendre ça... j'allais dire dans la pire des situations j'ai absolument rien contre la Startup Nation, mais contre les licornes, il y en a quand même totalement bullshit qui vont ajouter du mal à du mal et dont on n'aurait besoin que d'une chose, c'est qu'elles ne lancent pas leurs projets. Mais pour autant, ces projets sont lancés par des personnes qui ont probablement une énergie de dingue
et une capacité à concrétiser complètement folle. Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais garde ton énergie et change de projet. On a besoin de toi, en fait. On a besoin de toi pour donner de l'ampleur à ce qu'on fait. Parce que c'est ça, en fait, transformer l'utopie en réalité, c'est un esprit d'entreprendre avec un grand E. Et fort heureusement, il y a des pionniers qui ont ouvert le chemin, certains l'ont pratiqué, certains, sur la base des pratiques, ont pu le penser et nous aider à le structurer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas confort, mais il y a des voies hyper concrètes, il y a même des modèles économiques, pour être totalement vulgaire, qui permettent de travailler sur ces sujets. Il y a des projets, il y a un très beau projet dans le Gers, qui est le projet GreenPods, porté par notamment Boris Spassky, qui lui-même a une histoire absolument dingue, fils d'un ancien champion d'échecs russe, du temps de l'Union soviétique en tout cas, qui a dû fuir l'Union soviétique avant qu'elle ne s'effondre, et qui, lui, par la suite, a travaillé sur des projets en Ouzbékistan quand les États russes, l'URSS était en train de s'effondrer littéralement. Et aujourd'hui, il s'est posé dans le Gers pour remettre les mains dans la terre après avoir fait du négoce international, des tas de choses partout dans le monde. Et son projet, c'est une agriculture qui régénère et qui puisse le démontrer, qui crée une filière française de l'amande, qui redonne du sens, qui redonne du beau. Et d'ailleurs, la première des choses qu'on voit sur son projet, c'est absolument dingue, on passe de 150 hectares qui étaient complètement morts, totalement morts, 30 ans d'agriculture du maïs, de culture du maïs, plus de cours d'eau, plus la moindre trace de végétal, évidemment plus d'insectes, plus d'animaux, plus rien, une terre morte. Et en 2 ans, la première chose qu'on voit, c'est que c'est beau. Il y a de la végétation, il y a des arbres fruitiers, il y a des fleurs, il y a des pollinisateurs, il y a des fruits, il y a tout ce que vous voulez. Et ça, il l'a fait avec des méthodes, il l'a fait avec des sous, il l'a fait avec des tas de choses. Ça veut dire qu'il l'a bien fait en entrepreneur. Donc, je veux à la fois, quelque part, assumer cette notion d'utopie et peut-être rassurer le fait qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont capables de donner corps à la régénération de manière imparfaite. Et peut-être c'est ça le dernier point que j'ai envie de souligner. C'est accepter qu'à un moment donné, il ne faut pas chercher à être parfait, il ne faut pas tout penser, il ne faut pas tout méthodologiser, il faut juste faire. Et puis, en ayant cette conscience du vivant à chaque pas que l'on fait, s'interroger sur est-ce qu'on est bien en train de faire, d'être raccord avec, tu en parlais, Marika, avec notre raison d'être initiale, ou est-ce qu'on est en train de se perdre en chemin pour pouvoir se réorienter, mais surtout faire, parce que on peut théoriser autant qu'on veut. Là, ce dont on a besoin, c'est de gens qui agissent et qui remettent le vivant au cœur de nos systèmes. Merci beaucoup, Walter. J'avais envie de te demander, Marika, si on va aller un peu plus loin sur les sujets que tu as abordés tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des lieux où on peut se former, on peut travailler sur ces sujets-là, et avec qui? Ouais, alors, il y a beaucoup de liens qui existent. Alors, pour l'instant, tout est en anglais, mais je vais envoyer, donc je disais Pierre-Yves, certains liens en fait sur des vidéos en anglais, mais avec le sous-titrage anglais, je pense que ça peut aider pas mal de monde. Des gens, j'en ai présenté tout à l'heure, que ce soit Bill Reed, Daniel, Ben, avec qui j'ai été formée donc, récemment. Et il y a un livre qui a été écrit en 2018, je crois, qui reprend les idées, qui est en cours de traduction, donc il devrait sortir cette année, enfin en 2024, pardon, je suis déjà rendue 2024, donc il devrait sortir dans le courant de l'année. Et normalement, la première série de formation, la première cohorte en français, elle sera probablement en bilingue, puisqu'on aura les formateurs des États-Unis qui viendront probablement. Donc, en tout cas, la première formation accessible à des personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais, c'est un anglais assez pointu. Même moi qui parle anglais, j'en ai un peu arraché par moment. En fait, sera possible normalement automne 2024. Donc, de toute façon, on vous tiendra au courant via Novabulls s'il y en a que ça intéresse. Et c'est vraiment ouvert à tout professionnels dans les cohortes dans lesquelles j'étais, européennes. Il y avait des architectes, des paysagistes, des sociologues, des designers. Il y avait même, c'est intéressant, un couple d'enseignants de l'école d'architecture de Oxford qui veulent repenser complètement la manière d'enseigner l'architecture demain. Donc, c'est très varié, très interconnecté. C'est vraiment passionnant. Et c'est presque, je dirais, c'est
parce que justement ça tient aussi à qu'est-ce que je suis moi en tant que professionnelle dans ce qui est en train de bouger. C'est aussi du développement personnel, hein. C'est des démarches dans lesquelles si on se questionne pas sur soi, c'est plus difficile de s'interconnecter, mais ça se fait bien et c'est très agréable. Voilà. Ça nous connecte profondément à pourquoi on est sur cette voie lactée, dans cette voie lactée et dans cet univers. Et même question, Walter, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, maintenant que vous avez fait cet ouvrage qui est en ligne, hein, on l'a partagé tout à l'heure, comment on poursuit la dynamique avec vous ou avec d'autres là-dessus? Alors, je voulais me permettre d'ajouter une référence qui est Paul Hawken, avec de très beaux ouvrages, un bouquin qui s'appelle Regeneration. Je crois pas qu'il ait été traduit en français, contrairement à son précédent, Down, qui essaie d'explorer. Alors là, il y avait un petit peu des solutionnistes, mais Paul Hawken est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond. La manière de relever le défi du changement climatique, en analysant différentes filières économiques et en partageant des projets qui ont lieu partout dans le monde. Donc très beau bouquin, Regeneration, en complément. Et pour nous, les prochaines étapes, c'est de faire coalition autour de projets très concrets. Donc là, il y a des projets qui émergent. Si le projet de baignade dans l'Erdre, j'en conviens tout à fait, est assez lointain, d'autres, comme le travail de régénération sur les zones d'activité, il est lui en train de devenir assez mainstream et assez vite. Et c'est ça que je trouve encourageant aussi, c'est que parfois, je trouve que les choses vont plus vite que ce qu'on redoute. Alors même si c'est petit, même si c'est à des petites échelles, mais l'enjeu justement de cette coalition, c'est de donner de l'ampleur à ce qui existe et d'aller plus profondément. Donc ça, c'est extrêmement concret. Si la démarche vous intéresse, lorsque vous téléchargez le livre blanc, il vous est proposé de laisser vos coordonnées et d'être recontacté le cas échéant pour venir rejoindre cette coalition. De toute façon, ça ne fonctionnera que si nous sommes, je ne sais pas, il faut qu'on soit très nombreux, en tout cas il faut qu'on soit assez nombreux, ça c'est sûr, pour pouvoir porter ce type de projet qui est vraiment tourné vers le territoire avec une logique d'intérêt général, un esprit entrepreneurial, vous l'aurez compris, j'ai insisté là-dessus. Donc c'est extrêmement ouvert. Donc la prochaine étape, c'est d'organiser ensemble un temps fort en 2024 sur notre territoire, donc Nantes/Pays de Loire, pour pouvoir lancer des projets auxquels ceux d'entre nous qui le pourront, qui le voudront, pourront participer, soit techniquement, soit humainement, soit financièrement, soit tout ça, soit autre chose. Et évidemment, la dimension d'inspiration, de récit avec les artistes est également intégrée. Ce qui compte, c'est de donner envie. Voilà. Merci beaucoup. Alexandra, qui est une de tes collègues, vient de donner l'adresse bonjour@openland. Dans le replay, dans le mail que nous enverrons aux différents participants, si Marika, tu nous envoies une liste de références, on le mettra dedans. Je pense qu'en général, on envoie dans la journée, donc tu verras si oui, on va te mettre ça, mais il y a déjà Christiane avec qui on travaille, là, qui est aussi praticienne régénérative, et elle est en train de vous mettre des choses dans la boîte de clavardage. Donc, le fameux livre qui est en cours de traduction, développement régénératif, et puis le livre dont tu as parlé, Walter, que je connaissais pas personnellement. Donc, pour l'instant, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui existent en anglais. Et donc, c'est ça aussi le travail. Il y a une communauté francophone qui est en train de se créer, assez dynamique là pour essayer d'amener beaucoup. Mais le problème, c'est que faut pas traduire mot à mot. Donc, c'est bien le sujet de traduire des concepts qui sont pas toujours faciles. Avec un mot anglais, des fois, il faut faire un paragraphe. Donc, c'est ça le sujet en ce moment. Merci beaucoup à toi. Je crois que les gens étaient très enthousiastes vous nous redonnez la pêche là pour cette fin d'année, et donc à très bientôt pour creuser encore le sujet. Merci beaucoup, bon appétit. Merci pour vos merci. À bientôt, merci. À bientôt.